En 1966, Sergio Leone est déjà devenu un nom synonyme de succès et de qualité. Pourtant, ce n'était pas gagné d'avance. Au moment où Pour une poignée de dollars est sorti au cinéma, c'était son premier film tourné en anglais et à destination de l'international. Il avait alors décidé de signer le film sous le pseudonyme Bob Robertson, littéralement Robert le fils de Robert, en référence à son père qui signait ses films sous le nom de Roberto Roberti. Finalement, il a abandonné ce pseudo et assumé sa descendance italienne pour le reste de ses productions et ça a payé. Ses 3 premiers films, qu'on regroupe sous l'appellation Trilogie du dollar, ou Trilogie de l'homme sans nom, ont connu un succès immense. Il a acquis un privilège rare à Hollywood, celui de pouvoir dire non. Il a ainsi pu refuser de nombreux projets et se concentrer sur un récit qui avait particulièrement attiré son attention. Il s'agit d'un livre intitulé The Hoods, écrit par un ancien détenu ayant grandi dans les quartiers défavorisés de New York. Une histoire de gangster un peu cliché, mais ce qui intéressait Leone, c'était surtout l'enfance, les premiers crimes et l'arrivée en prison. À ce moment-là, il sort d'une production de 3 films qui sont sortis chacun à 1 an d'intervalle, et il est peut-être temps de prendre une pause et de se concentrer sur sa famille. Il a gagné beaucoup d'argent et a pu retrouver un certain confort de vie. Pour autant, sur le plan idéologique, il s'est rapproché des idées de son père qui était devenu communiste suite à sa rencontre déplaisante avec Mussolini. Ses prochains films seraient donc imprégnés de cette idéologie et le projet The Hoods prend encore plus de sens. Sauf que la Paramount, qui est prête à mettre un gros billet sur son prochain film, veut un film à la Leone. Donc, un western. The Hoods est donc mis de côté et Leone va s'associer à 2 futurs grands noms du cinéma, Bernardo Bertolucci et Dario Argento. Les Américains veulent encore un western ? Très bien, Sergio va leur livrer un western. Il a carte blanche et ses ambitions sont grandes. Le but avec ce film devient en quelque sorte d'enterrer le genre, de faire le western ultime, celui qui viendrait détruire le mythe et même détruire sa trilogie du dollar que certains critiques jugeaient violente, infantile et misogyne. Un film qui prendrait son temps pour casser les codes et les légendes de l'Ouest. Aujourd'hui, on va voir un porte-bonheur, une gare en travaux, une veste d'explosifs et un sourire fatigué, les derniers films d'un grand cinéaste. Bienvenue dans Rien à voir les films. Comment on s'y prend ? Je veux dire, c'est bien beau de vouloir faire table rase du passé, mais comment on fait ? Eh bien, Sergio Leone a la réponse. Il faut s'abonner à la chaîne et liker la vidéo. Vous pouvez d'ailleurs nous suivre aussi sur Instagram pour être au courant de la sortie des nouvelles vidéos. Bon, plus sérieusement, l'idée est de prendre le problème à l'envers. La trilogie du dollar montrait des personnages héroïques, bien que troubles moralement. Alors, Il était une fois dans l'Ouest doit avoir des personnages avec chacun une morale claire, unique et sans faille, avec chacun un axe de développement. La trilogie du dollar a mis en lumière plusieurs acteurs qui ont connu leur lettre de noblesse après ces films. Alors, Il était une fois dans l'Ouest doit avoir un casting connu du grand public. Pour finir, la trilogie du dollar comporte énormément de scènes d'action et d'héroïsme. Alors, Il était une fois dans l'Ouest n'en aura que très peu. L'histoire de ce film est assez complexe, mais on peut la résumer ainsi. Jill, une femme de la Nouvelle-Orléans, débarque en train dans un ouest américain en pleine expansion. Elle traverse le désert pour atteindre Sweetwater, la demeure de son mari dont elle apprend le décès en arrivant. Frank, un tueur sanguinaire, est à l'origine du massacre du mari de Jill et de ses enfants et fait en sorte que Cheyenne, un hors-la-loi et ami des Navarros, se fasse accuser. Jill, ayant hérité du terrain de son défunt mari, va essayer de le vendre à Frank lors d'une vente aux enchères truquée, mais c'est le mystérieux homme à l'harmonica qui va remporter la vente en livrant Cheyenne aux autorités dans le but d'attirer l'attention de Frank envers qui il tient une rancœur venue de son lointain passé. Voir ce film après la trilogie du dollar procure un sentiment vraiment étrange. On a l'impression de voir tout l'opposé de ce qu'était Leone depuis le début, tout en étant parfaitement immergé dans ce qu'est son cinéma depuis ses racines. On retrouve les marques de fabrique de Leone un peu partout, les gros plans et très gros plans sur les regards, l'arène de duel circulaire et les flashbacks tout au long du film qui trouvent un sens à la fin. Ce qui marque le plus dès le début du film, c'est à quel point plus que jamais, il dilate le temps. Il était une fois dans l'Ouest s'ouvre avec le générique le plus long de l'histoire du cinéma, 12 minutes.
12 minutes avec 3 hommes de main de Frank qui attendent dans une gare, qui jouent avec les mouches et qui s'ennuient. C'est aussi ça, l'Ouest américain. Le temps est long. Et quand enfin Harmonica se pointe, les balles fusent. Pour cette scène, Leon aurait voulu reprendre le trio du Bon, la Brute et le Truand pour les abattre immédiatement, pour exposer son intention de rompre avec le passé dès le début. Mais ça aurait été peu subtil et de toute façon, Eastwood avait refusé. À la fin de cette scène, on découvre donc l'étrange homme à l'harmonica, le cow-boy solitaire, le fantôme du désert. On ne sait rien de lui et on n'en apprendra pas beaucoup plus. Tout ce qu'on sait, c'est que toute sa personnalité se résume à sa quête de vengeance. Il n'est que vengeance. Il ne connaît rien d'autre. Il est incapable d'aimer, ni même de mourir. Il est superbement bien incarné par Charles Bronson, un acteur de western iconique sur la pente descendante de sa carrière. Un autre immense acteur qui est présent dans ce film, c'est évidemment Henry Fonda. Le même Henry Fonda que Leon ne pouvait pas engager dans Pour une poignée de dollars, par manque d'argent. Mais c'est surtout le Henry Fonda, héros de western par excellence, qui ici est un tueur sanguinaire sans pitié. Dès le début, Leon brise le mythe en le faisant abattre de sang-froid un enfant, en insistant sur ses yeux bleus perçants. Aucune fioriture. Pas de moustache ni de lentilles comme l'avait suggéré l'acteur. Le vrai héros de western, perverti sous la caméra de Leon. C'est lui qu'Harmonica cherche à abattre. C'est lui qu'on voit dans les flashbacks et qui a fait d'Harmonica ce qu'il est aujourd'hui. Les deux se croisent à plusieurs moments, mais celui que je retiens surtout, c'est le moment où Harmonica a acquis le domaine de Jill pour 5000 $ et où Frank va tenter de lui racheter avec un petit bénéfice d'$1. Harmonica ne considère même pas son offre, il l'ignore complètement. C'est presque un anarchiste qui refuse d'être dicté par la seule chose qui régit ce monde, l'argent. Comme on le voit dans le train, c'est la seule chose qui peut contrôler Frank. Tout ce que cherche à faire Harmonica, c'est de le pousser à accepter un duel à mort sans savoir pour quelle raison. Lors de l'affrontement final entre les deux, on a ce sublime panoramique qui suit Frank et qui répercute son mouvement sur Harmonica qui le suit du regard. Quand Frank a trouvé son point de tir, on assiste à ce léger zoom sur les yeux tombants d'Harmonica qui replonge dans ses souvenirs et qui voit Frank le torturer au milieu du désert avec son frère pendu sur ses épaules. Frank essaye de jauger son adversaire comme dans les anciens westerns de Leon, mais Harmonica est impassible, stoïque. Il ne joue pas au même jeu, et c'est quand même lui qui gagne. Par cet échange de regards, on assiste une fois encore à une rupture avec la tradition. Une autre rupture importante avec ses précédents films, c'est la présence de Jill, incarnée par Claudia Cardinal. Dans la première partie, on avait vu que Leon n'incluait que peu de femmes dans ses récits, car selon lui, à cette époque de l'histoire, c'était les hommes qui faisaient la loi, et les femmes n'avaient pas de rôle important dans la société. Et dans les westerns classiques, elles ne faisaient que ralentir le récit en créant des sous-intrigues amoureuses. Pour lui, il existait 3 clichés pour les rôles féminins, et il les a tous respectés. On a la mère de famille sacrifiée, la tenancière d'hôtel libidineuse, et la prostituée au grand cœur. Jill, c'est les 3 à la fois. Une ancienne prostituée au grand cœur qui rêve de devenir une mère sacrifiée et qui finit comme tenancière d'hôtel libidineuse, tout en étant également la femme la plus puissante de la région. C'est un rôle très bien écrit puisqu'elle est consciente de son rôle social et qu'elle use de ses charmes quand elle en a besoin, comme quand elle séduit Frank pour lui faire acheter le domaine. Quand le film sort en 68, on est en pleine période de libération de la femme aux États-Unis et un personnage de femme forte et indépendante comme Jill est vraiment le bienvenu. Au-delà de ça, elle incarne surtout l'avenir du nouveau monde que nous montre le film, en opposition à Frank et à Cheyenne qui sont plutôt de l'ancien monde mourant. Cheyenne, qui est incarné par Jason Robards, incarne plutôt la voix de la raison, un héritier des natifs américains qui essaye de se faire une place dans ce monde moderne qui ne veut pas de lui et qui mourra dans l'indifférence et de manière injuste. Ces 4 personnages ont beau avoir l'air simples et manichéens au premier abord, je les trouve autrement plus complexes et plus développés que ceux de la trilogie du dollar. Chacune de leurs interactions sonne parfaitement juste, et à part Harmonica, aucun n'a d'objectif vraiment clair. Il n'y a pas de trésor à aller chercher, pas de banque à braquer, pas de complot à monter. Juste essayer de survivre, et c'est déjà pas évident. En effet, le monde autour d'eux évolue grandement. Dans la trilogie du dollar, les personnages évoluaient dans des villes qui ressemblaient à des villages mexicains, c'est-à-dire principalement un axe avec des habitations autour, une banque, un saloon et un poste de shérif. Ici, on a une vraie ville, avec plusieurs rues qu'on explore via le personnage de Jill. Les rues sont vivantes, modernes, et toute l'intrigue tourne autour d'une ville qui se construit autour d'une gare, symbole d'expansion et de modernité. On peut d'ailleurs interpréter ce plan comme une référence au film L'arrivée du train en gare de la Ciotat, qui est un symbole d'avancée technologique et de modernité. Ici, c'est l'Est civilisé qui s'approprie l'Ouest sauvage. Et vu que le film a pu être tourné aux États-Unis, Leon filme enfin Monument Valley, le décor emblématique des films de John Ford. Et c'est à cet endroit précis
que se trouvent des ouvriers construisant un chemin de fer. Il était une fois dans l'Ouest est le dernier clou dans le cercueil du western. Avec lui, c'est un genre cinématographique tout entier à qui on dit adieu. Un genre mourant que Leone aimait, qu'il a ressuscité pour lui donner la fin qu'il méritait. On y voit tous les symboles de cet ancien monde disparaître. Le film se termine avec Jill et les ouvriers en train de bâtir le nouveau monde, et Harmonica s'en allant en sachant qu'il n'en ferait pas partie, et avec le cadavre de Cheyenne derrière lui, l'héritage des pionniers du Far West. Après Il était une fois dans l'Ouest, les Italiens ont évidemment continué à capitaliser sur le genre du western spaghetti, ce qui avait le don d'agacer Sergio Leone, notamment avec les films à la Trinita avec Terence Hill. Donc il a aussi voulu enterrer ce genre-là en scénarisant et produisant Mon nom et personne. Il ne l'a pas réalisé, mais s'est tellement investi dedans qu'on trouvait que c'était intéressant d'en parler. Le film est une comédie légère avec Terence Hill qui joue un cow-boy très habile mais motivé quasi uniquement par la gloire et par le fait de devenir une légende en tuant Jack Beauregard incarné par Henry Fonda. On peut y voir à nouveau un écho au genre du western dans son intégralité avec des références explicites au cinéma de Leone et à la carrière d'Henry Fonda. Une fois de plus, Leone montre qu'il est le patron dans tous les genres, même ceux qu'il trouve mauvais. Mais revenons longtemps en arrière, dans la première partie de cette vidéo, on vous avait parlé du Colosse de Rhodes, son tout premier film. En tant que réalisateur italien dans les années 50, il n'avait pas vraiment eu d'autre choix que de réaliser un péplum, le genre de film qui était le plus produit à l'époque en Italie, comme les westerns aux États-Unis, et qui était lui aussi un genre sur le déclin. On a peut-être un peu mal jugé ce film en disant que c'était le moins intéressant de sa carrière. Rétrospectivement, on peut voir les années où il était assistant réalisateur sur des films comme Quo Vadis, Hélène de Troie et Ben-Hur comme une période d'apprentissage qui s'est conclue par Le Colosse de Rhodes. Un film qui présente tous les gimmicks du péplum avec les costumes, les arènes et les décors, mais qui vont tous partir en fumée. La statue du colosse apparaît alors comme le symbole d'un aboutissement, un chef-d'œuvre d'ingénierie obtenu après des années et des années de travail et d'apprentissage. Un symbole que Leone vient détruire dans les flammes, le passé meurt et laisse place à la nouveauté. Et le genre du péplum est mort quelques années plus tard. La trilogie du dollar représente une nouvelle période d'expérimentation et d'apprentissage, une renaissance du genre avec de nouvelles figures mythologiques. Il était une fois dans l'Ouest, c'est la réalité qui rattrape la fiction. Le capitalisme et l'impérialisme américain qui viennent interrompre cette bulle temporelle dans laquelle vivaient les personnages qui ne sont plus que des figures du passé et qui doivent céder la place au nouveau monde. Après que les entrepreneurs américains aient rasé le Far West, il est temps de dynamiter leur travail. Quand j'étais jeune, je ne croyais qu'en trois choses. Le marxisme, le pouvoir rédempteur du cinéma et la dynamite. Maintenant, je ne crois qu'en la dynamite. Dans les années 70, avec le début de la guerre froide, le monde et le cinéma se sont énormément politisés, et Leone trouvait que tout le monde faisait n'importe quoi. De son côté, il a abandonné le socialisme pour devenir anarchiste. Il a commencé à rejeter toute forme de pouvoir qui, selon lui, n'était que des prétextes pour envoyer des gens faire la guerre. Toutes ces frustrations ne pouvaient s'exprimer qu'au travers d'un film qui, forcément, aurait une période de gestation très compliquée. Un film sur la Révolution qui prendrait pour cadre la Révolution mexicaine de 1910, mais qui permettrait d'englober toutes les formes de révolte populaires. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Le film La Horde sauvage de Sam Peckinpah a servi d'inspiration principale pour son nouveau film. La révolution mexicaine y est montrée de façon atroce qui sonde la noirceur de l'âme humaine. Leone a pour ambition de faire un film dénué d'optimisme. Un film où tout le monde, qu'importe le bord politique, en prendrait pour son grade. La révolution étant montrée comme un événement où tout le monde y perdrait. Et la production de ce film est à l'image de son récit. Déjà, la United Artists qui produisait le film a imposé l'acteur oscarisé Rod Steiger avec lequel Leone a eu beaucoup de mal à accrocher. Il détestait sa façon de jouer, très acteur studio, qui ne collait pas avec l'idée d'un personnage qui mène une révolution. Finalement, après quelques engueulades apaisées par le traducteur, on rappelle que Leone ne parlait toujours pas un mot d'anglais, Steiger et Leone ont fini par s'entendre. Un autre souci concerne la distribution du film, en commençant par son titre. Jusqu'ici, les titres de chacun de ces films étaient traduits littéralement de l'italien vers l'anglais et le français. Mais là, ça va poser problème. Leone souhaite nommer son film C'era una volta la rivoluzione. Littéralement, il était une fois la Révolution. C'est ce titre que la France adoptera, avec dans l'idée de respecter la vision de Leone. Mais l'Italie n'en veut pas, car il crée une confusion des spectateurs avec un autre film. Alors, il choisit Giù la testa, Coglione, en référence à la réplique du film Baisse la tête, abruti. Le titre final sera juste Giù la testa, qui peut aussi être traduit en Courbe l'échine. Pour le titre anglais, Leone souhaite donc la réplique exacte du film Duck, you sucker, qui est de l'ancien argot. Les producteurs américains choisiront donc A Fistful of Dynamite, une poignée de dynamite qui fait référence à pour une poignée de dollars, ça part donc assez mal.
Mais Léon arrive à s'affranchir des producteurs sur le tournage et arrive à faire son film exactement comme il l'entend. Et pour se venger, en quelque sorte, des producteurs, il intègre une citation de Mao au début du film et un ménage à trois à la fin. Mais Léon étant conscient que ça pourrait mal se passer avec la United Artists, il décide de créer deux versions du film. Une version longue, fidèle à sa vision, et une version raccourcie qui pourrait plaire davantage aux producteurs. Aujourd'hui, on a de la chance, seule la version originale de Léon est trouvable, ayant pour titre Duck You Soccer en anglais. Mais au moment de la sortie, seule la France a fait le choix de diffuser cette version avec le bon titre. L'exception culturelle française, Cocorico. Le reste du monde a dû voir une troisième version du film, charcutée par les producteurs qui avaient renié le travail de Léon. Le film a été un échec total. Le public n'avait pas l'impression de voir un film de Léon, et ils avaient raison. En France, le film a été un grand succès, et certaines personnes ont fait le voyage jusqu'à Paris pour pouvoir le voir en salle. C'est vraiment dommage que la distribution ait été si compliquée, parce que le film est franchement super. Juan, un truand mexicain habitué à dépouiller des riches de leur fortune, fait la rencontre de John, un Irlandais passé maître dans l'art des explosifs. Juan va alors essayer de le convaincre de le suivre dans son braquage de la Banque nationale de Mesa Verde. Lors du braquage, Juan découvre que la banque a été transformée en prison et libère tous les prisonniers politiques en essayant de trouver le trésor, ce qui fait de lui un héros de la révolution malgré lui. Dans un acte de courage héroïque, Juan et John affrontent seuls une garnison de soldats ennemis en les mitraillant depuis les collines, pendant que les autres révolutionnaires ainsi que la famille de Juan sont à l'abri dans une caverne. Mais en revenant les chercher, ils découvrent qu'ils ont tous été abattus sur place, ne laissant plus qu'une montagne de cadavres. Ils ont été trahis par un des leurs, et Juan a été capturé et est sur le point de se faire fusiller. Tous ces événements font écho au passé de John, qui va décider de sauver Juan in extremis. Partout dans le pays, des révolutionnaires se font abattre, et notre duo de protagonistes monte clandestinement à bord d'un train en direction des États-Unis. À bord se trouve le dictateur du pays, ainsi que des centaines de soldats, et le train va être stoppé par des révolutionnaires. S'en suivra alors une ultime bataille dont personne ne sortira vainqueur. Ce film est de loin le plus tragique qu'ait fait Sergio Leone à ce moment-là de sa carrière. Contrairement à ses anciens films, il n'y a pas de duel final, pas de gloire, pas de victoire, pas de récompense. Seulement des morts par milliers. John et Juan, qui sont les deux personnages principaux, sont complètement dépossédés de ce qui faisait d'eux des humains. Ils ne sont pas complexes et ambigus comme pouvaient l'être Blondin et Tuco, ni clairs et binaires comme Frank et Harmonica. Ils ne sont que des rouages dans l'engrenage de la révolution. Juan est quelqu'un de plutôt simple, il est père d'une famille très nombreuse, composée uniquement de garçons, et n'est obsédé que par l'appât du gain. L'arrivée de John dans sa vie apparaît comme un miracle, il peut enfin envisager de braquer Mesa Verde. Il va le forcer à l'aider en salissant sa réputation, mais sa première désillusion arrive quand il constate que la ville est truffée de soldats et qu'il va falloir s'associer avec des révolutionnaires pour parvenir à ses fins. Sa deuxième désillusion, c'est de constater qu'il a été floué et que la banque a été transformée en prison politique. Enfin, alors qu'il s'apprête à fuir devant l'adversité quand il s'agit d'affronter les soldats américains, il va se convaincre qu'il est peut-être fait pour se rebeller. C'est là qu'arrive sa troisième désillusion et la plus tragique, voir que toute sa famille a été décimée. À partir de là, il devient un vrai révolutionnaire et John va petit à petit devenir un vrai camarade. Juan et John sont les deux faces d'une même pièce, deux individus devenus révolutionnaires par la force des choses et qui vont connaître les mêmes désillusions. Pour nous raconter l'histoire de John, Léon va à nouveau avoir recours au flashback, comme dans Pour quelques dollars de plus et Il était une fois dans l'Ouest. Mais dans ces deux films, les flashbacks avaient pour but de nous montrer les raisons d'une vengeance et de dévoiler au fil du film les liens cachés entre deux personnages. Dans le cas de John, ces flashbacks font à chaque fois écho à ce qu'il est en train de vivre. On comprend alors qu'il a autrefois été heureux, qu'il fréquentait une femme et un homme, que la vie était belle et qu'ils étaient amoureux. Quand il planifie le braquage de la banque, il se souvient de ses débuts en tant que révolutionnaire avec son ancien amant Nolan. Quand il découvre la trahison du médecin qui a livré Juan aux Américains, il se souvient de Nolan le livrant lui et les autres aux autorités. Ce souvenir marque son point de non-retour et il embrasse alors complètement la cause des Mexicains. Quand il retrouve le médecin et s'apprête à le faire exploser, il se remémore en train d'abattre Nolan, celui qu'il aimait, et en qui il avait confiance et qu'il a trahi. Finalement, quand il se fait tirer dans le dos et qu'il se retrouve agonisant sur le sol, sa dernière pensée est dédiée à un moment heureux où leur ménage à trois s'aimait passionnément et où il avait un immense sourire aux lèvres. Le fait que ce film ait été un échec à l'époque nous fait beaucoup de peine parce que le film est vraiment bouleversant. Certes, même en ayant la version officielle, le film manque de rythme et de tension, certains choix de personnages ne sont pas toujours très clairs, et le film est parfois grossier et manque de subtilité, comme au tout début, quand Juan urine sur des fourmis, littéralement sur des ouvrières. Mais la dernière heure vaut vraiment la peine de se plonger dans le film, la tête la première. À l'image de son réalisateur à cette période, c'est un film anarchique, il y a vraiment mis toutes ses frustrations à l'intérieur et ça en fait un film extrêmement sombre. Il y a même mis une version jeune de Mussolini avec le personnage du dictateur. Quand John se fait tuer en traître d'une balle dans le dos, c'est un rappel au duel qu'il a mis en scène dans tous ses films, sauf qu'ici il n'y a plus de règles, plus de respect pour son adversaire, plus d'humanité. Quand Léon filme des yeux en très gros plan, c'est soit pour souligner la détresse émotionnelle des personnages, soit pour exprimer un dégoût envers un certain mode de vie bourgeois. Tous les codes de Léon sont dans ce film,
Ils sont tordus, déconstruits pour en faire quelque chose de nouveau. Il était une fois la Révolution détruit le nouveau monde promis par Il était une fois dans l'Ouest. Son dernier film viendra détruire le plus gros mythe qu'il a construit avec ses 5 films, celui de l'Amérique. Il lui reste encore un film à faire, celui dont il rêve depuis longtemps, adapter The Hood sur grand écran. Il a déjà le titre, Il était une fois en Amérique. The Hood, c'est une autobiographie très approximative de Harry Gray, de son vrai nom Herschel Goldberg, un enfant surnommé Noodles qui a grandi dans les quartiers défavorisés de New York, qui a été incarcéré à Sing Sing très jeune et qui a mené une vie de gangster. Sergio Leone a adoré la partie sur la jeunesse du personnage et beaucoup moins la suite qu'il trouvait très cliché. L'auteur lui a à demi-mot avoué que c'était en grande partie fictif et en même temps, il n'allait pas avouer tous ses crimes dans un bouquin. Pendant des années, il va essayer de faire le film, mais comme avec les studios c'est toujours compliqué, le projet va stagner. Au début des années 70, les choses vont s'accélérer. Leone va obtenir les droits du livre et Gaumont est prêt à financer le film, avec au casting Gérard Depardieu et Jean Gabin pour incarner Noodles à différents âges, et aussi Claudia Cardinal. Mais bon, le film va subir de nombreuses réécritures, Gaumont va se retirer, et un nombre énorme de galères vont s'accumuler. Finalement, le film aura mis plus de 10 ans à se faire. Pendant ce temps, Leone va écrire et produire des films, et le parrain deuxième partie va voir le jour en révélant notamment Robert De Niro. Il était une fois en Amérique, c'est un film assez complexe, avec une structure non linéaire qui fait sans cesse des allers-retours entre différentes époques. Avec le jeu d'acteur que peut déployer De Niro, Leone décide qu'il incarnera Noodles adulte et vieux. De Niro propose d'ailleurs d'embaucher ses amis Joe Pesci et Tuesday Weld. La première version du film durait 5 heures. Alors Leone l'a découpé pour ne faire que 3h40 avec une entracte. Au Festival de Cannes, le film a eu un gros succès. Mais pendant ce temps, à Hollywood, devinez qui est en train de charcuter le film. C'est les producteurs, évidemment. En fait, ils trouvent le film beaucoup trop compliqué, alors ils le remontent dans l'ordre chronologique, et au passage, ils coupent aussi 1 heure. Le film s'est planté aux États-Unis, comme par hasard. Évidemment, cette version abominable est aujourd'hui introuvable. Mais avec la restauration 4K du film, on a accès à une nouvelle version de 4 heures qui est soi-disant plus proche de la vision de Leone que le film de 3h40, mais très honnêtement, je vous la déconseille. En fait, la remasterisation des scènes coupées a été faite avec les positifs des pellicules au lieu des négatifs, ce qui donne un grain et un étalonnage à l'image vraiment étrange. Aussi, je trouve que ça ne rajoute rien de pertinent à l'histoire, que ça casse le rythme, et que ça rend certaines transitions beaucoup moins fluides. Vraiment, contentez-vous de la version cinéma, elle est parfaite comme ça. Noodles, un jeune garçon juif du Lower East Side, traîne avec ses copains, Patsy, Cocaille, le petit Dominique, Fatmo et surtout Max, avec qui il entretient une relation quasi fraternelle. Ensemble, ils errent dans les rues et accomplissent des petits contrats pour des truands afin de gagner leur croûte. Cette période de la vie de Noodles est remplie de premières expériences. Amour, coups en traître, violence, rejet, peine de cœur. Il observe les débuts des mafias et la corruption de la police. Avec ses amis, ils mettent au point une solution pour aider les mafieux à cacher la contrebande dans la mer pour réduire leurs pertes. Ils vont gagner $1 million qu'ils vont cacher dans une banque en se promettant de ne jamais y toucher. Peu après, et alors qu'ils se sentent les rois du monde, ils croisent un autre jeune armé d'un pistolet qui va abattre de sang-froid Dominique, le plus jeune garçon de la bande. En représailles, Noodles sort un couteau et le poignarde de rage. Des policiers le voient et tentent de le maîtriser, et dans un excès de fureur, il poignarde un des agents de police. Il est alors incarcéré en centre de correction. 12 ans plus tard, Max vient le voir à sa sortie de prison. Noodles retrouve sa vieille bande d'amis qui ont monté un bar caché du public en pleine période de prohibition. Il retrouve surtout Deborah, la fille dont il était amoureux étant jeune et qui redevient son obsession principale. Il va rapidement reprendre une activité criminelle pour le compte de mafieux. Ces activités sont plus violentes et sanglantes qu'avant, mais permettent à la bande d'amis de devenir riche, de fréquenter des femmes et de manipuler des politiciens. Après une soirée romantique passée avec Deborah, Noodles va lui faire des avances dans un taxi. Elle va les rejeter, et Noodles, en représailles immédiates, décide de la violer. Deborah en gardera des séquelles toute sa vie et va quitter New York pour devenir actrice. Les affaires criminelles de la bande d'amis tournent bien, mais des tensions internes et avec les autres gangs rendent les choses plus compliquées. En effet, la fin de la prohibition approche, entraînant la fin de leur business. Max le vit très mal et commence à perdre la tête. Il projette d'organiser un braquage extrêmement violent et dangereux afin de faire rentrer encore plus d'argent. Lors d'une fête organisée en l'honneur de la fin de la prohibition, Noodles dénonce Max à la police, qui intervient rapidement. Max s'interpose et provoque un incendie qui entraînera sa mort, ainsi que celle de Cocaille et de Patsy. Noodles est recherché par des gangsters pour avoir trahi Max et il décide de quitter définitivement New York et de cesser ses activités criminelles.
30 ans plus tard, une mystérieuse lettre d'un politicien lui demande de revenir à New York. Il va retrouver Fat Mo, le seul survivant de la bande, et récupérer la mallette de billets avec les clés cachées dans le tombeau abritant les cercueils de ses amis. Il va aussi retrouver Deborah, qui est devenue une grande comédienne qui lui garde toujours rancœur de sa grande souffrance. Elle lui apprend qu'elle s'est mariée avec le sénateur Bailey qui a demandé sa venue et qu'elle a eu un fils avec lui. Cet enfant dont Noodles fait la rencontre est le portrait craché de Max, son ami, soi-disant décédé il y a 30 ans. Lors de la rencontre avec le sénateur, qui est en fait Max, Noodles découvre que ce dernier a falsifié sa mort dans son propre intérêt et qu'il souhaite maintenant se faire pardonner en laissant Noodles l'abattre. Celui-ci refuse et quitte la demeure sénatoriale. Sur le chemin, il croise des jeunes fêtards en pensant probablement que la prohibition est loin derrière lui. Ce résumé était très long, je m'en excuse, mais en même temps, le film dure quasiment 4 heures et est assez complexe avec beaucoup d'embranchements scénaristiques. Comme on l'a dit plus tôt, le film est construit de manière non linéaire. Léon nous avait habitués à utiliser des flashbacks dans ses films, mais ici la construction prend un sens vraiment singulier. On commence en fait avec les événements du bar qui ont conduit à la fausse mort de Max, l'instant où Noodles a trahi et se sent coupable et cherche à se plonger dans des paradis artificiels, mais est forcé de quitter la ville. On le voit ensuite 30 ans plus tard, au même endroit et revisitant les lieux de son enfance. Cette introduction de 40 minutes est formidable, car elle nous plonge dans la nostalgie d'un personnage qui a l'air d'avoir vécu beaucoup de choses, mais qui cherche encore des réponses à ses interrogations. Ce qui amène au fait de se replonger dans son passé avec cette transition via le regard de Noodles. Léon emploie son plan iconique pour invoquer la nostalgie du spectateur et la fondre dans celle du personnage. On découvre toute son enfance, et ce passage permet d'installer des foreshadowing, mais surtout de placer des traits de personnages qui seront exagérés dans le futur. L'impulsivité de Max, les craintes et les doutes de Noodles, le manque de confiance de Deborah. Mais aussi l'environnement dans lequel ils vivent, avec les gangsters qui deviendront des mafieux. On découvre aussi le personnage de Peggy, qui avant de devenir une prostituée dans le futur, offre déjà son corps contre des charlottes à la crème, avec cette scène hyper touchante où Patsy mange tout le gâteau en attendant Peggy. Ça nous amène aussi à un des points les plus critiqués dans ce film, et selon moi à juste titre. C'est le manque cruel de développement des personnages féminins. Dans ses premiers films, c'était justifiable, car dans l'Ouest américain, les femmes avaient un rôle social peu important, et Léon l'avait bien représenté avec ses fameux 3 archétypes de personnages. Dans Il était une fois dans l'Ouest, Jean incarnait les 3 archétypes en même temps, et ça avait un sens assez beau et fort dans l'évolution que nous décrivait le film. C'est un excellent personnage. Dans Il était une fois la Révolution, les femmes sont complètement absentes du récit, à part dans le flashback. Encore une fois, ça peut se comprendre, car ça symbolise la perte totale de sensibilité dans ce monde. Quand on voyait une femme, c'était dans les séquences de flashback, le moment où la vie était encore belle. Mais là, je trouve étrange de retrouver une nouvelle fois Deborah dans le rôle de la femme sacrifiée, Peggy la prostituée au grand cœur, et Carol la tenancière libidineuse. Léon disait qu'il n'intégrait pas de romance dans ses premiers films, car elle ne faisait pas avancer le récit. Mais ici, il y en a beaucoup et qui fonctionnent bien, mais l'une d'elles conduit quand même à un viol dans un taxi, une scène extrêmement longue, et pour laquelle on est censé ressentir de l'empathie pour Noodles, car il est présenté comme étant immature sur le plan amoureux. Je trouve ça particulièrement maladroit, pour être gentil. Mais je ne peux pas m'empêcher de trouver dommage de ne pas avoir de personnage féminin intéressant et qui pourrait exister en dehors du regard masculin qui est porté sur elle en permanence. Pour en revenir à l'histoire du film. Avant d'être emmené en prison, on découvre surtout l'origine de la mallette qui sera au centre de l'affrontement final, et la promesse qui en découle, celle de ne jamais y toucher, sauf si tout le monde est mort. Avant de fuir New York, Noodles essaye de récupérer cette mallette, mais elle est pleine de journaux. Ça n'est qu'une fois vieux qu'il y aura accès, une fois que tous les autres sont censés être vraiment morts, d'où la convocation de Max. La plupart des allers-retours temporels suivants servent principalement à fluidifier le récit, à faire des ellipses pour observer les différents moments charnières de leur histoire. Dans ce film, le style de Léon s'efface, pour laisser plus de place au scénario. Certains aiment bien dire que c'est le moins italien de ses films, mais ça dénote surtout d'une prise de recul face à son propre cinéma. Il était une fois en Amérique, c'est une synthèse de tout son art. Dans la plupart de ses films, on avait affaire à des personnages qui courent après l'argent. Ça leur sert de moteur pour avancer, que ce soit des cow-boys de l'Ouest, des révolutionnaires mexicains ou des mafieux états-uniens qu'on suit dans la réussite comme dans l'échec. Pourtant, le seul argent qui compte, celui qui est contenu dans la mallette, est inaccessible et ne mène à rien. Comme si l'argent, en fait, n'avait jamais existé. Mais Il était une fois en Amérique, c'est surtout un point final à son cinéma. Il a toujours mis en scène des personnages qui flirtaient avec la morale et la légalité, et pour beaucoup d'entre eux, qui plongeaient dedans la tête la première. Les mafias sont en quelque sorte le dernier type de truand qui ait existé en Amérique, et la fin de la prohibition marque la fin de cette grande histoire du banditisme. Quand le film s'ouvre, on voit Noodles se rendre dans une fumerie, mais il doit rapidement fuir car il est poursuivi. La toute dernière scène reprend exactement à ce moment, et le montre en train de se reposer, de sourire, et le film fige cet instant pour l'éternité. La grande Amérique n'existe plus, place au repos.
Je mentionne ici que certains interprètent ça comme le fait que tout le film n'est qu'une hallucination, et je trouve ça profondément nul et dénué de poésie. Surtout quand on replace ce film dans la filmographie globale de Sergio Leone. C'est un appel à la nostalgie de ces époques où les gangsters étaient iconisés, rendus grands par leur action, mais qui n'existent plus. Quand Max convoque Noodles dans son bureau circulaire pour un ultime affrontement, on y voit l'héritage de ses précédents films. Mais le duel n'aura pas lieu, car ça aussi, c'est du passé. Après avoir bâti, puis détruit le rêve américain, Sergio Leone rêve d'ailleurs. Pour son prochain film, il souhaite explorer une nouvelle période historique, la Seconde Guerre mondiale, et un nouveau lieu, l'URSS. De Niro est prêt à rempiler, le budget est astronomique, le film s'appellera Leningrad, les 900 jours du siège. En 1989, Sergio Leone décède d'un arrêt cardiaque soudain. Leningrad, Marco Polo, Voyage au bout de la nuit, Corto Maltese, Flash Gordon, tous ces films qu'il avait en tête et qui sont restés des ébauches ont disparu avec lui. Il a offert au cinéma 2 trilogies extrêmement riches qui ont inspiré des centaines de cinéastes par la suite. La première trilogie est très orientée action et héroïsme. Elle pose les bases de la deuxième trilogie qui aura pour but de détruire les acquis précédemment posés. Cette saga, surnommée la trilogie américaine ou trilogie du temps, porte bien son nom. Elle brouille complètement nos repères et nos certitudes. Elle a un raisonnement pour l'entièreté du cinéma états-unien, qui est l'industrie cinématographique la plus puissante du monde occidental, même si ses fondations les plus profondes résident ailleurs. En suivant son exemple, Sergio Leone a créé son imagerie à partir du cinéma italien et japonais pour alimenter cette grosse machine capitaliste dont il était pourtant le premier détracteur. La nature autodestructrice de ces films est d'autant plus paradoxale quand on sait que sans l'argent des Américains, ils n'auraient pour la plupart jamais vu le jour. Ce n'est pas non plus surprenant de voir qu'il a dû se battre avec ces mêmes Américains pour imposer sa vision qui s'est de fait vue déformée à maintes reprises. Voyez ces films, ils sont fascinants chacun à leur manière, constatez par vous-même l'évolution de ce cinéma, faites vos propres analyses car c'est possible qu'on soit complètement passé à côté de certains sujets. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo qui nous aura pris beaucoup de temps à faire. Tous les films sont disponibles sur diverses plateformes mais surtout en DVD et en Blu-ray. Salut et à la prochaine. Qui est incarné par Jason Robards. Par Jason Robards. Cheyenne, qui est incarné par Jason Robards. Il me casse les couilles celui-là. Cheyenne, qui est incarné par Jason Robards.